Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargnétude qui en fait plus. Bonjour, bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et étant moi-même maman de 3 tout-petits, je vous dirais que le sujet aujourd'hui m'interpelle particulièrement. Parce que je le sais pas chez vous, mais chez nous, j'entends pratiquement quotidiennement les fameux « Regarde-moi pas! Non, c'est toi qui as commencé! Non, c'est moi! » à table, ou même « Touche pas au jouet, c'est moi qui l'avais avant! Non, c'est moi! Non, c'est toi! » Donc bref, comme maman, j'ai parfois l'impression de devoir jouer à l'arbitre. Et c'est d'ailleurs ce que je demande à mes invités aujourd'hui. Avez-vous des stratégies, des astuces pour qu'on amène nos enfants à résoudre eux-mêmes leurs problèmes, leurs chicanes, et que nous, comme parents, on ne soit pas amenés ou confrontés à jouer à l'arbitre 365 jours par année, parce que c'est un rôle bien souvent qui ne nous fait pas plaisir, et on veut amener nos enfants vers l'autonomie pour la gestion de ces conflits-là. Cet épisode, il a été enregistré avec Caroline Gendreau, orthophoniste, et également Pénélope Allen, psychoéducatrice, et ça s'est fait à Québec lors du grand événement du 16 octobre dernier en présentiel, et c'est un des 6 épisodes enregistrés devant public. Alors vous allez voir, on entend parfois les réactions du public, et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous preniez le temps de m'écrire, que ce soit sur Facebook ou Instagram, à la hauteur de nos tout-petits, pour me dire comment vous recevez ça à la maison. Quand vous écoutez le balado dans vos écouteurs, en faisant un souper, dans l'auto ou même sur YouTube, est-ce que vous appréciez entendre la vibe du public, entendre leurs réactions, ou c'est quelque chose qui vous plaît moins? Bref, n'hésitez pas à me nourrir de vos commentaires parce que ça va me guider pour la saison 3. Est-ce que ça vaut la peine de recréer comme ça des événements devant public ou c'est moins intéressant? Bref, j'attends avec impatience de vous lire. Et dans le segment coup de cœur, eh bien, je retrouve Julie Saint-Cyr, qui est directrice du développement des affaires chez Kaleido, parce qu'il s'agit de la semaine de l'épargne-études. Alors, comment faire pour cotiser à un régime enregistré d'épargne-études? On parle souvent des fameuses subventions gouvernementales. Est-ce qu'on les reçoit tout de suite? Plus tard, est-ce que ça vient à nous? Est-ce que ça va directement dans le REER des enfants? Bref, on a plein de questions. Alors, Julie est là pour répondre à toutes ces questions-là, parce que vous le savez, c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Merci d'être là. Les fameuses chicanes. Je pense qu'il n'y a aucune famille qui peut dire qu'elle n'a pas vécu ça, des conflits. Pas toujours besoin d'être gros, hein. Des fois, on parle d'obstinage. Bon, des fois, ça finit en coup de manette sur la tête. Ça dépend des jours. Mais est-ce que c'est normal que, comme parents, on trouve ça lourd parfois d'avoir le rôle de l'arbitre? Tout à fait. Parce que être un arbitre, c'est vraiment, vraiment lourd. C'est pas le fun. Pas du tout. Mais en fait, il faut peut-être se questionner, est-ce que c'est le bon rôle? Je suis pas sûre, à avoir? Explique-nous ça. Est-ce que c'est ça? Disons, là, nos 2 enfants, j'aurais tendance à dire pratiquement, peu importe l'âge, mais regardons peut-être le 2-5 ans, tu sais, commence à un peu s'obstiner, se chamailler, disons, pour un jouet. Ils sont petits. Est-ce qu'on regarde ça de loin puis on les laisse un peu découvrir puis apprendre à gérer ça, ou on est mieux tout de suite d'intervenir? Les 2 sont bonnes. Ah. En fait, on peut les laisser aller un petit peu pour qu'ils puissent justement apprendre à régler leurs conflits par eux-mêmes, à s'exprimer, à faire preuve d'autocontrôle. Mais si on laisse trop dégénérer, là, justement, ça risque de mal finir. Ouais. Fait que des fois, on peut regarder un petit peu de loin, puis là, après ça, aller intervenir là, pour les aider, en fait, dans cette gestion de conflit-là. Et les conflits, je sais pas, Caroline, dans la littérature, mais souvent, veut pas, ça part d'une émotion. Il y a un des 2 que son besoin, clairement, n'est pas répondu. Donc là, il peut y avoir des fois escalade. C'est pas nécessairement le moment où nos enfants vont s'exprimer avec des mots de façon claire, concise et sur un ton. Même nous, quand on chicane avec notre chum, nos amis, n'importe quoi, en général, c'est pas le moment où on a les mots les mieux choisis. Quand j'aime mes enfants, essaie de t'exprimer avec des mots. Est-ce que je viens comme juste mettre de l'huile sur le feu ou c'est une bonne approche? Bien, en fait, c'est quand l'enfant vit des émotions dans son cerveau, il y a déjà beaucoup de place qui est occupée par l'émotion, justement, qu'il est en train de vivre. Donc, l'accès aux mots est plus difficile à ce moment-là, puis ça l'est pour nous aussi en tant qu'adultes.
Puis déjà, l'enfant, tu sais, là, on parle d'un enfant de 2 à 5 ans, est-ce que d'abord il est capable de reconnaître l'émotion? Puis est-ce qu'il y a le mot pour le nommer aussi? Peut-être pas. Peut-être pas. Donc, tu sais, ça peut être là, quand on joue avec les enfants, il y a beaucoup de jeux par rapport justement au développement des émotions, ou quand on regarde des livres, de nommer les émotions dans des contextes où on est calme, où l'enfant est disposé. Puis après ça, je pense que notre rôle, c'est plus de guider, donner des choix, de faciliter la communication, justement. Parce que eux, là, ils perdent comme tous les petits moyens qu'ils ont. Oui, c'est ça, parce que là, ils sont submergés par l'émotion. Mais si on regarde un peu plus vieux, mettons un 6-9 ans, ou là, parfois, ou 7-9 ans, ils ont un petit peu plus de vocabulaire, mais souvent, on dirait qu'on revient à la base. Hein? On peut avoir tendance à se pousser, on dirait que ça devient plus physique que dans les mots, ou même le choix des mots. Est-ce que ça vaut la peine de l'adresser dès le jeune âge? Parce que ça sort des fois, là, je t'aime plus, ou t'es plus mon frère, ou tu sais, ce sont des mots lourds, mais on s'entend qu'ils le pensaient pas vraiment. Non, puis si on le vit chez des enfants qui n'ont même pas de difficultés langagières. Alors, quand on a un enfant qui a des difficultés de langage, bien là, c'est encore plus important. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu récemment avec mes filleuls où mon beau-frère est occupé, télétravail, ils vivent une situation qui n'est pas majeure pour nous en tant qu'adultes, mais pour eux, ça l'était à ce moment-là. Puis il leur a dit, ben, tu sais, discutez ensemble, trouvez une solution. Puis le visage aux deux leur a allongé. Puis, tu sais, ils ont 5 puis 7 ans, ils étaient comme, hey, comment on fait ça? Quoi? Moi, je veux mon jouet, je veux pas jaser. Tu sais, les deux étaient figés dans leur position, puis c'est normal. Fait que, tu sais, là, j'étais là, je vais intervenir. Puis c'est ça, de nommer la situation, nommer ce qui se passe, nommer les besoins de chacun, puis dire, bon, ben là, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? C'est quoi les compromis qu'on peut faire? Puis là, je leur ai donné, ils étaient comme pas trop capables d'en nommer. Je leur ai donné l'espace, un petit peu comme Pénélope a dit, d'en nommer. Ils n'ont pas été capables. Fait que moi, je leur ai donné des suggestions. Fait que là, ils sont allés choisir qu'est-ce qu'ils voulaient. Ça, j'aime ça. Oui. Suggérer, mais eux choisissent. Effectivement, parce que là, t'évites d'être dans le rôle d'arbitre. Tout à fait. Tu choisis pas pour eux, tu n'imposes pas pour eux une façon de faire. Tu leur suggères des choses parce que là, tu as vu visiblement qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas disposés ni disponibles là, à nommer des choses. Fait qu'on les amène dans ce sens-là à discuter puis à choisir au lieu d'être arbitraire puis de choisir pour eux. Oui, parce que souvent, nous, de l'extérieur, je trouve que tu l'as bien nommé, Caroline, la préoccupation peut sembler anodine ou pas vraiment importante parce que nous, on n'est pas émotivement impliqués dans le conflit. Donc, en arrivant parfois en arbitre puis en essayant de trancher pour un ou pour l'autre, on peut venir soit exacerber le problème ou même créer une espèce de sentiment d'injustice pour l'enfant que ça n'aura pas tranché en sa faveur. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'il faut éviter le plus possible de prendre parti pris. Okay. Donc, s'il arrive une situation, on entend crier, lorsqu'on se déplace puis on arrive puis on constate, souvent on peut avoir tendance à dire « Qui a fait ça? » Mais oui, mais c'est de la faute à qui? Oui, c'est la faute à qui? Versus, si on y va plus dans une perspective d'ouverture, on questionne qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, on évite de prendre parti, mais on veut entendre les enfants sur c'est quoi la situation. Comment réagir comme parents si nous avons plusieurs enfants? Ou ça peut même s'appliquer avec des amis si on se rend compte que lors d'un conflit, même si on n'intervient pas, OK, que les enfants discutent ensemble, c'est toujours le même qui cède, qui plie, qui donne son jouet, qui, entre guillemets, achète la paix là, avec son frère ou sa sœur. Comment on peut aborder cette situation-là? Bien, en fait, ça se peut que les enfants n'ont pas toutes les mêmes capacités d'affirmation de soi. Oui, c'est ça. Fait que si on constate ça chez un de nos enfants, mais ça se peut qu'il ait besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. On peut les laisser aller, mais si on voit qu'il s'affirme très, très rarement, là, il y a besoin de soutien. Là. Fait qu'on va aller le voir, on peut le prendre en individuel, essayer de trouver des solutions avec lui, de questionner pour quelle raison il veut absolument redonner le jouet alors que c'était le sien au final. Là. Ben oui, il a le droit de le garder, c'était le sien. Il a besoin de plus de soutien. On l'aide, là. Il a besoin d'un petit coup de pouce pour développer ses habiletés-là. Et les fameuses excuses. OK, il arrive un conflit, là, bon, finalement, ils discutent, tout ça, mais malheureusement, là, il y a un petit bras qui est parti un peu vite dans l'émotion, il y a un coup ou il s'est passé quelque chose. Devons-nous forcer des excuses avec des mots ou on y va peut-être plus avec un geste réparateur qui pourrait être aussi une petite douceur? Ou devons-nous provoquer ce moment-là ou c'est pas nécessaire?
je sais pas ce que tu en penses, Pénélope, j'aurais tendance à y aller plus avec le moyen de communication privilégié de l'enfant. Tu sais, s'il est plus petit, des difficultés de langage, plus de difficultés à s'exprimer. Est-ce qu'un câlin, un dessin, une attention particulière à son frère ou sa sœur, est-ce que ça pourrait... Parce que le fameux, tu sais, je m'excuse, puis là, on dit excuse-toi. Puis là, m'excuse, c'est pas tellement Pas senti. senti. Ouais, mais je vous dirais que les excuses, je pense qu'on pourra en parler longtemps. C'est un sujet vraiment intéressant. Mais c'est ça, chez les plus petits, on va viser les mesures réparatrices. Caroline, là, c'est bien nommé, parce que c'est plus ou moins compris, là, justement, la notion de je m'excuse. Puis en fait, la question qu'on a à se poser, c'est quand on demande ou on exige à notre enfant de s'excuser, qu'est-ce qu'on veut dans le fond? On veut qu'il ressente des émotions liées au geste qu'il a fait envers l'autre enfant. Fait que, tu sais, on peut avoir une discussion avec lui à propos de ça en disant comment tu penses que l'autre ami se sent? Comment ton frère se sent? Tu lui as donné un coup par exprès ou pas par exprès, là. Mais on veut venir développer cette émotion-là, cette culpabilité saine-là qui va avec les excuses. Parce que tu l'as bien mimé, Ben là, oui. des fois, ils vont dire « Ah, je m'excuse! Puis là, ça devient quasiment un automatisme. Mais c'est ça. moi, mon fils, des fois, j'ai même pas demandé, il dit qu'il s'excuse juste pour pouvoir passer à l'activité suivante. Tu sais, dans le fond. Oui. C'est pas senti vraiment. Fait que la réflexion, elle est pas pas là. nécessairement là. Puis des fois, on est tellement dans le feu de l'action, puis notre enfant est tellement envahi par son émotion que c'est pas toujours le bon moment de le faire immédiatement. Ah, c'est intéressant, Les ça, parce que souvent, on a excuses. tendance à dire régler ça là. Mais des fois, moi, je sens aussi que l'émotion monte, puis là, vous allez peut-être dire, j'utilise un gros mot, mais c'est pratiquement humiliant pour l'enfant de s'excuser parce que des fois, justement, c'était pas vraiment volontaire. Puis on sent là, que, tu sais, ils sont submergés, puis c'est dur, là. Les mots, ils veulent pas sortir. Tu sais, on pousse, on insiste ou on attend. Parce que des fois, on dirait que mon senti me dit que je suis pas sûre que c'est tant positif. Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est que probablement, tu sais, dans cette situation-là, c'est que ton enfant il s'est rendu compte qu'il a fait quelque chose de pas correct. Qui est un peu honteux déjà. Donc, en plus d'avoir à s'excuser, on dirait que c'est d'ajouter une couche à l'événement qui était déjà quand même difficile à gérer. Puis on le met encore plus à côté au pied du mur. Ouais. Fait que dans ces moments-là, Coupable. oui, c'est ça, on peut lui laisser un petit moment là, pour que ça s'apaise, puis qu'après ça, il soit plus ouvert. Mais on lui dit qu'on n'a pas oublié qu'est-ce qui s'est passé, mais là, on va prendre du temps. Tu sais, tu peux te choisir un autre jeu, faire autre chose, mais on va revenir à cette situation-là. Fait que là, on a plus de chances que ces petites résistances baissent puis qu'ils soient plus disponibles Ouais. pour avoir cette discussion-là. À partager, puis à... Si ça arrive de façon fréquente pour des choses vraiment banales, là. Moi, j'ai un exemple, assis à la table. Quand on commence le jeu du « regarde-moi pas », il m'a regardé, je veux pas qu'il me regarde, il a pas le droit de me regarder, tasse ta chaise, t'es trop proche, t'es trop loin. Tu sais, on sent qu'en tout cas, souvent, ça vient avec de la fatigue un petit peu de tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire comme parents? Parce que là, encore là, même nous, quand on a notre journée dans le corps, le jeu du « regarde-moi pas », là, t'es comme « OK, là... » C'est vraiment nécessaire, ça, sous-bord. Mais l'enfant qui instigue ça, puis là, l'autre dit, mais là, il m'a regardé, puis là, ça finit. Tu sais, ça monte un peu en épingle. Mais je veux dire que c'était une picadille. Est-ce qu'encore là, il faut aller au-delà de cette situation-là, puis essayer de voir le besoin, quitte, nous, on soupe en famille, mais quitte à peut-être les séparer, à trouver une solution peut-être originale, j'aurais tendance à dire. Bien, tout à fait, ça fait du sens parce que si on est brûlé, puis là, en plus, le repas débute, on n'a pas encore mangé, tout le monde a faim, on s'endure pas, bref. Ben oui, tout le monde est comme déjà C'est là, ça. là. Fait que là, faire plein d'interventions pour essayer d'arrêter ça, ça... On dirait que c'est pire, hein? Je sais pas pour vous, là, mais des fois, on dit, voyons, là, c'est correct, là. Ah, mais là, il m'a dit ça, puis là, l'autre m'a dit ça, puis là, maman, il m'a dit, puis là... Ça a comme pas de fin. Ben ça a non, pas de c'est fin. ça. On dirait que ça devient une spirale. Et là, je me rends compte aussi, lorsqu'on a plusieurs enfants, que ça finit que ça implique et ça gruge l'énergie de la famille entière. Donc, est-ce qu'une piste pourrait être de voir justement pourquoi tu veux pas qu'il te regarde déjà, d'essayer de questionner, puis est-ce que pour une fois, on pourrait accepter, je sais pas, qu'il mange ailleurs ou... Là, c'est de créer une nouvelle habitude parce que là, je veux pas non plus qu'à tous les soirs, ils me demandent de manger ailleurs. Tu sais, c'est parce que c'est ça, des fois, je trouve. On écoute le besoin, on propose une solution, mais il faut pas non plus tomber dans l'exception qui deviendrait une règle. Mais momentanément, ça peut faire. En fait, tu sais, si vous voyez que cette soirée-là, c'est vraiment plus problématique, ça ne sera pas nécessairement le lendemain. Ils rentreront peut-être pas dans ce jeu-là de « regarde-moi pas, tu m'as répété, arrête de me répéter ». Pas nécessairement, en fait. Puis, tu sais, sans les faire manger ailleurs, ben, tu sais, est-ce qu'on peut changer les places de la famille pour une soirée, là, pour venir répondre momentanément à ce besoin-là, puis réévaluer le besoin le lendemain ou le surlendemain, là?
J'aime ça, le fait de s'adapter, d'avoir de la souplesse, parce que le besoin peut être là mardi, mais il sera pas nécessairement là pendant 3 semaines. Non, puis c'est pas parce qu'on le fait une fois qu'on va absolument Ça, c'est un mythe, hein? créer une habitude. Ah, là, tu me rassures. Donc, ça veut dire que si jamais on y va avec une solution créative, du changement de place ou autre, on n'a pas à se mettre cette pression-là de parents qu'on vient justement de créer un monstre puis que là, on va être obligé de jouer à la chaise musicale tous les soirs. Effectivement. Est-ce que ça pourrait se recadrer le lendemain? Exemple, le lendemain, il leur redemande de dire, regarde, non, hier, c'était une situation spéciale. Là, on revient à la normale. Ben oui, tout à fait, parce que le parent lit le besoin, en fait. Vous constatez que cette soirée-là, ça va bien, donc on n'a pas besoin de changer de place. Parfait. Effectivement, on met nos limites, on s'affirme, puis... Mais nos limites, on s'affirme comme parents. Ça aussi, c'est un beau défi. C'est un autre sujet. Un autre sujet. Mais Caroline, pour revenir justement aux chicanes, lorsqu'on a des tout-petits qui s'expriment pas encore, hein, parfois, ça peut créer beaucoup de colère de se faire prendre un jouet par un autre ami. Fait qu'ils peuvent avoir tendance à manifester ça de plein de façons. Comment on peut faire pour les accompagner? Est-ce que c'est bon de les inviter à nous parler? Ou si on voit que l'enfant est comme... Est-ce qu'on peut quand même, nous, lui donner le modèle de dire comment tu te sens et tout ça, même s'il nous répondra pas encore avec des mots, ou on le pousse trop? Bien, je dirais que ça dépend de l'âge de l'enfant. Okay. Un enfant qui a un développement normal, oui, on va l'accompagner là-dedans. Il développe son langage aussi à un rythme qui lui est propre. C'est ça. Puis il suit la courbe normale. Mais un enfant qui a des difficultés langagières, là, c'est comme si son développement affectif, son développement dans les autres sphères se fait au même niveau que les autres enfants, mais le langage ne suit pas. Fait qu'il n'est pas capable de s'exprimer. Il n'est pas capable. Les enfants, au début, quand ils sont petits, finalement. Les enfants, quand ils sont petits, vont plus jouer en parallèle, chacun leurs affaires, s'occupent pas trop des affaires des autres. Mais là, quand ils commencent un petit peu plus tard à jouer ensemble, un peu plus près, c'est là où ils prennent les jouets de l'autre. Mais là, un enfant qui n'a pas le langage, souvent, on va voir 2 réactions. Soit qui dit rien puis il se laisse faire, ou on a l'enfant qui va exploser parce qu'il n'est pas capable d'exprimer ou il va partir à pleurer. Fait que c'est à nous, en tant qu'adultes, de décoder la situation puis d'aller... Est-ce que ça peut être dans des situations comme ça, par exemple, qui pourrait taper ou mordre s'il ne parle pas pour dire « Hey, c'est à moi, je le veux », bien là, il va avoir tendance à agir de façon peut-être plus physique? Absolument. Puis même des enfants qui ont un développement, qui ont un langage, qui ont un développement langagé normal, qui vont mordre, qui vont taper parce qu'ils sont envahis par leurs émotions. Puis sur le coup, là, c'est comme s'ils perdent leurs moyens. Ouais. Et là, rassurez-nous en terminant, là, les chicanes, il y en a dans toute bonne famille. Est-ce qu'on peut s'enlever un petit peu de pression comme parents, que ce soit toujours parfait, que nos enfants se chicanent pas et que ce soit l'harmonie quotidienne? En fait, les chicanes arrivent dans toutes les familles. Ouais. Puis l'harmonie quotidienne en tout temps est impossible. Ça se passe pas. Mais est-ce que... c'est intéressant, mais est-ce qu'on peut dire en même temps que ce serait pas non plus souhaitable? Parce que c'est un terreau fertile aussi pour apprendre à mettre ses limites, à négocier, à... Vraiment. C'est la première cellule sociale que l'enfant a, la famille. Les habiletés sociales, l'habileté de communication, tout à fait. Résolution de problèmes. Donc, si je résume bien, il faut faire notre deuil de la famille sans chicane. Il faut plutôt apprendre à justement observer peut-être, les laisser un peu aller si on voit quand même qu'ils ont l'air à bien se débrouiller, à échanger ou à avoir un certain dialogue. On regarde de loin. Sinon, on peut y aller, mais on s'assure d'écouter les besoins des 2 parties et de peut-être les amener eux-mêmes à proposer des solutions. Si on voit que ça vient pas, on en suggère, mais on évite d'être l'arbitre tranchant. De choisir. Bien, merci beaucoup, mesdames. Bonjour Julie. Bonjour Maggie. Du 14 au 20 novembre, c'est la semaine de l'épargne-études. On en a déjà parlé ensemble du fait que le régime enregistré d'épargne-études, c'est un véhicule de placement qui est avantageux. C'est principalement grâce aux subventions. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, effectivement, les subventions, c'est vraiment ce qui caractérise le régime enregistré d'épargne-études. Donc, le gouvernement donne vraiment de généreuses subventions. Le but, le gouvernement, en faisant ces subventions-là, c'est vraiment pour encourager les familles à épargner pour les études postsecondaires des enfants. Donc, un minimum de 30%. Ça peut aller 30%? Oui, c'est ça. Un beau cadeau. Tout le monde y a droit à cette subvention-là, jusqu'à concurrence de 60% selon les revenus. Donc, les familles à plus faible revenu peuvent même aller chercher jusqu'à 60% de leur cotisation. en subvention.
Donc, c'est très intéressant et ça nous permet là, vraiment d'avoir un produit qui se démarque là, actuellement. Oui, et où le rendement est intéressant parce que les subventions, donc, elles sont déposées régulièrement. On peut voir sur notre relevé et éventuellement, on va faire de l'argent, on va faire de l'intérêt sur ces subventions-là. Oui, c'est ça. Puis, on sait, hein, avec l'inflation, le coût de la vie qui augmente, donc d'avoir les subventions vient vraiment contrer cette situation-là de l'inflation pour nous permettre d'atteindre nos objectifs là, qu'on recherche là, pour les études des enfants. Donc, c'est jusqu'à 12 800 qu'on peut aller chercher au Québec en subvention. Et si on est au Nouveau-Brunswick, c'est 9 200 pour le Nouveau-Brunswick. Donc, on parle de montants considérables là, quand même. C'est très intéressant. Mais on le sait, tout véhicule de placement fructifie avec le temps. Donc, il faut se laisser un petit peu de temps. Quel est le meilleur moment pour ouvrir un REE? Le plus tôt possible. Ah ouais, hein? Ben, comme tu viens de le dire, c'est l'intérêt composé aussi. Donc, plus on investit tôt, ben, plus notre argent va aussi bénéficier des rendements. Puis, le REE, contrairement à d'autres véhicules de placement, les cotisations inutilisées sont pas reportables là, à l'infini. Donc, il faut se dépêcher si on veut aller chercher, avoir accès, puis il faut y aller. Maximiser annuellement. C'est ça, d'y aller graduellement. Puis même si on maximise pas, d'aller chercher ce qu'on peut le plus tôt possible, c'est vraiment avantageux. Ouais, chaque sou, chaque dollar compte. Mais pour bien des parents qui nous écoutent, ça peut demeurer un petit peu abstrait. Combien ça va réellement nous rapporter? Bon, tu disais le 30%, tout le monde y a droit, mais je suis certaine qu'il y a des sceptiques. Chez Kaleido, vous avez un outil pour nous aider à se projeter justement dans l'avenir. Oui, c'est ça. Donc, on a créé vraiment un calculateur très facile d'utilisation. Ça prend seulement 5 minutes. Donc, facile, pas compliqué. Vous allez sur notre site et puis vous entrez dans notre calculateur. Ce qu'on peut faire, c'est vous allez entrer votre profil familial, vous allez choisir votre profil d'investisseur, vos objectifs. Vous allez aussi voir votre simulation, si on veut. Hein, c'est intéressant de voir le bonbon à la fin, combien ça peut nous donner. Et puis aussi, finalement, faire un choix éclairé, puis vous projeter à travers cet outil-là pour faire. C'est un petit simulateur, si on veut. Et ça va générer une illustration qui va vous permettre là, de pouvoir faire notre choix. Et parfois mieux comprendre ou susciter des questions. J'imagine, si à la lumière de l'illustration qu'on a de notre profil, on a des questions, on peut contacter les représentants. Oui, bien sûr. Donc, suite à l'illustration, vous allez pouvoir là, contacter un représentant et ouvrir votre REE. Oui, mais c'est intéressant. Et souvent, lorsqu'on a plusieurs enfants, on se demande, on ne sait pas combien ça va nous coûter, mais on ne sait pas non plus combien il faut épargner. Donc, j'imagine que on peut faire plusieurs essais dans le calculateur pour trouver, si on veut, la meilleure illustration pour nos propres besoins. Oui. C'est un super outil, facile, simple, qui vous permet vraiment, là, justement, de démystifier tout l'univers du REE. En quelques clics, là, vous allez y arriver. Donc, on vous invite à aller le voir sur notre site web. Oui, sur le site de Kaleido, vous allez retrouver le calculateur REE. Mais pour vous rendre la vie encore plus facile, dans la description de l'épisode, vous allez avoir le lien qui va vous mener directement à ce calculateur-là si vous souhaitez faire des simulations et voir un peu là, l'épargne que vous pouvez y injecter. Qu'est-ce que ça donnera dans quelques années et les années suivantes. Merci beaucoup, Julie. Merci, Maggie. Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode. Merci d'abord à vous de nous écouter si chaleureusement. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, à la hauteur de nos tout-petits. Également, sur votre plateforme d'écoute préférée ou via YouTube, vous pouvez cliquer pour vous abonner. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode de disponible. Et vous le savez, vos cœurs, vos pouces, vos commentaires, eh bien, ça nous permet d'être mieux référencés par l'algorithme. Alors, n'hésitez pas à nous partager votre appréciation parce que je souhaite continuer à vous offrir du contenu comme ça de qualité.
Un merci tout particulier à mes invités aujourd'hui. Caroline Gendreau, orthophoniste, Pénélope Allen, psychoéducatrice, également à Julie Saint-Cyr de chez Calédo. Merci spécial à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706 parce que c'est lui qui est derrière le montage de tous ces épisodes et également il a créé la musique originale. Je m'appelle Maggie Bélanger et ça me fait un grand plaisir de vous accompagner à chaque semaine afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!